Après avoir été sauvagement assassinés, les corps de 3 hommes sont abandonnés dans la campagne du Cambridgeshire. Le coupable a pris la fuite. La police a lancé un appel à témoins afin de retrouver 2 personnes suspectées de meurtre à Peterborough. Et le pire est encore à venir. On a appelé tous les postes de la région en leur disant « Une meurtrière et son complice se trouvent à bord de cette voiture, dans votre juridiction. Vous devez absolument les arrêter. » Mais si la police se rapproche de la tueuse, celle-ci ne s'arrête pas pour autant. Tout ce qu'elle voulait, c'était tuer, rien de plus. Elle me faisait peur, j'étais terrifié. Et elle choisit désormais ses victimes au hasard. En 32 ans de service et de patrouille au sein de la police de West Mercia, je n'avais jamais rien vu de tel. La femme responsable de ces agressions ne tarde pas à se hisser au rang des plus célèbres tueurs en série britanniques. La femme qui a commis ces meurtres n'est pas ma fille. Ma fille, c'est cette gentille ado de 14 ans qui n'est jamais rentrée à la maison. En l'espace de 14 jours, en 2013, Joanne Dennehy assassine 3 hommes de sang-froid et en laisse 2 autres entre la vie et la mort. Ces crimes ont bouleversé la Grande-Bretagne. Hereford est une petite ville typique de la campagne. Le taux de criminalité y est très bas. La ville est sûre, tranquille. C'est parfait pour le tourisme. C'est pourquoi de tels événements sont aussi frappants. Le 2 avril 2013, la ville de Hereford est témoin de 2 crimes si violents et si terrifiants qu'ils propulsent cette ville paisible à la une de tous les journaux du pays. On nous signale une vague de violentes agressions qui aurait démarré en ville cet après-midi. On compterait déjà plusieurs victimes. Au cours de 2 agressions aléatoires, 2 hommes sont sauvagement poignardés alors qu'ils promènent leur chien. D'instinct, on a du mal à y croire. Une agression dans la rue, c'est mauvais signe. Mais 2 attaques au couteau d'une telle brutalité, c'est très très grave. Et bien sûr, il est très rare que ce genre d'attaque soit perpétrée par une femme. La femme en question se nomme Joanne Dennehy. Ce que la police ignore encore, c'est que ces agressions sauvages dans les rues de Hereford ne sont que les dernières d'une vague criminelle démarrée 14 jours plus tôt dans le Cambridgeshire, à 220 km de là. La ville de Peterborough, à 120 km au nord de Londres, compte une population de 190 000 habitants. En 2013, c'est là que réside Kevin Lee, agent immobilier. Kevin dirigeait une affaire appelée Quicklet. Et son entreprise s'occupait de louer des chambres à des sans-abri ou à des personnes en difficulté. La plupart des propriétés de Kevin Lee se trouvent dans le quartier d'Horton Goldey, à Peterborough. À 5 km du centre-ville, la population y est dense et d'anciens bâtiments administratifs ont été rachetés par des propriétaires privés. En toute franchise, on ne vérifiait pas vraiment qui venait vivre là. Il y avait d'anciens détenus, des gens qui s'étaient fait expulser. Ils s'adressaient à la ville qui leur conseillait de contacter Quicklet. Voilà le genre de personnes à qui ils louaient ces chambres. C'est ainsi que Kevin Lee fait la connaissance de Joanne Dennehy. Âgée de 30 ans, elle sort tout juste de prison, après une peine de 14 semaines pour vol. Mais l'histoire qu'elle raconte à Kevin Lee, homme d'affaires peu méfiant, est tout autre. Elle lui a dit qu'elle venait de sortir de prison, qu'on l'avait condamnée à 8 ans pour avoir assassiné son père. Elle disait qu'il l'avait violée, ce qui était entièrement faux. Elle disait aussi avoir provoqué un incendie dans lequel 2 personnes avaient péri, qu'elle en avait écrasé 2 avec sa voiture. En gros, qu'elle avait tué beaucoup de gens. Joanne Dennehy sera plus tard diagnostiquée comme menteuse pathologique à tendance psychopathique. Mais sur l'instant, Kevin Lee ne voit aucune raison de douter de ses dires.
Je crois qu'à cause de son enfance, il avait été adopté. Il voulait simplement offrir une deuxième chance aux autres. Il voulait sincèrement l'aider. S'il voit une occasion de venir en aide à quelqu'un, Lee comprend également qu'avec son ami Gary Stretch, molosse de 2,20 m, Deney a le profil parfait pour s'occuper des locataires à problème. La police découvrira plus tard que Lee était fortement attiré par la jeune femme et qu'afin de s'attirer ses faveurs, il l'autorisera à occuper gratuitement l'un de ses logements et lui offrira de nombreux cadeaux. Il lui donnera même de l'argent pour qu'elle s'achète une voiture. Elle avait un logement gratuit et touchait toujours des allocations. Et elle se baladait d'un appartement à un autre comme un truand, à menacer les gens d'expulsion. Kev avait besoin de ce genre d'aide, car il voulait absolument se débarrasser de certains locataires. Le 29 mars 2013, Lee doit retrouver Deney à l'un de ses appartements de Peterborough. Mais lorsqu'il ne rentre pas chez lui ce soir-là, sa femme Christina sait immédiatement que quelque chose cloche. Je me suis dit que ce n'était pas normal, que ça ne lui ressemblait pas du tout. Alors je l'ai appelé, mais son téléphone était éteint. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. J'ai passé une nuit épouvantable. Comme elle ne parvient pas à retrouver son époux, Christina signale sa disparition à la police. J'étais inspecteur en chef à la brigade criminelle pendant la période de Pâques en 2013. Comme tous les officiers de police, j'ai assisté à une réunion pour faire le point sur les risques et la criminalité dans la région, au cours de laquelle un agent de Peterborough a parlé d'une disparition inquiétante, celle de Kevin Lee. J'ai senti d'instinct que c'était mauvais et que cette histoire ne se terminerait pas bien. Ces inquiétudes sont confirmées le jour même, quand la police découvre l'épave carbonisée de la voiture de Kevin sur un chemin de campagne près de Yaxley. Quand la police m'a annoncé qu'on avait retrouvé une voiture brûlée, j'ai su que quelque chose de terrible était arrivé. Le lendemain, les inspecteurs sont venus me dire qu'ils avaient retrouvé un corps. J'ai tout de suite su que c'était Kevin. Le corps de Kevin Lee est retrouvé au bord d'une route nationale par un homme qui promène son chien. Il est affublé de vêtements féminins et semble avoir été volontairement placé dans une position humiliante. Ce n'était pas du tout naturel à mes yeux. Quelqu'un avait manipulé ce corps. Ce que j'ai vu, c'était le corps d'un homme gisant au bord d'un fossé de drainage, près d'un champ. Il portait une robe noire à paillettes qu'on lui avait remontée au-dessus de la taille. La robe que porte Kevin présente plusieurs trous que l'on attribue très vite à des coups de couteau. Il a été poignardé 5 fois à la poitrine. Ses poumons et son cœur ont été perforés. Il est donc devenu évident qu'il s'agissait désormais d'une enquête pour meurtre et non pas d'un homicide par imprudence ou d'un accident. Le fossé où la police retrouve le corps de Kevin Lee se trouve dans une zone appelée les Marais. Cela pose une difficulté majeure pour l'enquête à suivre et complique la tâche des enquêteurs. J'étais en plein milieu d'un champ, sans témoins, sans images de vidéosurveillance. Je ne pouvais pas compter sur une identification automatique de plaques d'immatriculation, ni sur quoi que ce soit d'autre qui m'aiderait à identifier les véhicules qui avaient circulé dans le coin. Toutes les méthodes de base allaient nous être inutiles dans cette enquête. J'en ai donc très vite conclu que la clé de ce mystère se trouvait certainement dans l'entourage de Kevin, dans les rapports qu'il entretenait au quotidien. Et cela impliquait peut-être un aspect de sa vie que sa famille ignorait alors. Face à ce manque d'indices, la police épluche les relevés téléphoniques de Kevin Lee. Le plus ironique dans cette enquête a sans doute été le fait que Christina Lee est vite devenue un élément clé dans l'identification du meurtrier de son mari. C'est parce qu'elle a passé la nuit à appeler tous les numéros du répertoire de Kevin retrouvés sur ses factures que nous avons découvert qu'au moment où la voiture de Kevin a été brûlée à Yaxley, le téléphone de Joanne Deney se trouvait exactement dans le même secteur.
Quand on a pu faire ce lien entre la disparition de Kevin et la présence de Joanne Dennehy dans les environs quand la voiture brûlait, la jeune femme s'est vite retrouvée sur la liste des suspects. Les enquêteurs se rendent aussitôt dans le quartier de Horton Golday, où Kevin possède des appartements et où réside Joanne Dennehy. Dennehy est introuvable, mais la police découvre une scène de crime effroyable. Un matelas taché de sang a été abandonné dans l'arrière-cour, mais les analyses révèlent qu'il ne s'agit pas du sang de Kevin Lee. Fait tout aussi inquiétant, un vétéran de la marine anglaise, John Chapman, autre locataire de Lee, a lui aussi disparu. Le 30 mars 2013, le corps de Kevin Lee, propriétaire foncier, est retrouvé dans un fossé dans la campagne du Cambridgeshire. En épluchant ses relevés téléphoniques, la police tente désespérément de joindre une de ses associées récemment sortie de prison. Il s'agit d'une femme de 30 ans, Joanne Dennehy. Née dans la ville pittoresque de Harpenden, dans le Hertfordshire, Dennehy a une jeunesse qui ressemble à celle de toutes les petites filles. Comme toutes les autres, elle aimait jouer au parc. Elle était heureuse. Sensible aussi, très sensible. Par exemple, si jamais elle marchait sur un insecte, ça lui faisait vraiment de la peine. Elle était adorable. Elle rapportait toujours de bons bulletins. Je n'ai jamais été convoquée à l'école pour elle. Elle était polie avec tout le monde. Les professeurs disaient tous qu'elle était gentille. Mais à l'adolescence, les parents de Joanne Dennehy la voient changer radicalement. Elle se met à sécher les cours et s'attire de plus en plus d'ennuis avec la police. Ses parents s'inquiètent davantage quand, à l'âge de 14 ans, elle se met en couple avec un homme âgé de 20 ans. Nous en sommes arrivés au point où il a fallu la supplier d'aller au bout de ses études. C'est vrai que nous n'aimions pas son copain, c'était assez évident. Nous lui avons proposé un compromis en lui disant de l'inviter à dîner de temps à autre ou qu'il se voit les week-ends. On voulait simplement qu'elle finisse ses études et ait un minimum d'éducation, une vie correcte. Mais elle n'a rien voulu savoir. Elle s'en fichait, et lui aussi, et tout est parti de là. C'est bien connu que tous les enfants passent par une mauvaise phase. Ils n'écoutent rien. Et nous nous sommes dit que c'était ça, qu'elle quitterait la maison à 15 ans, puis reviendrait 3 ou 4 ans plus tard. Pour nous, du moment qu'elle rentrait en bonne santé, on l'aurait accueillie, et les choses seraient redevenues normales. Mais elle n'est jamais rentrée à la maison. Loin de ses parents, Joanne Dennehy s'engouffre dans une spirale du crime. Elle fait de la prison à plusieurs reprises pour des délits divers, notamment pour port d'armes blanches en public. En 2012, elle est également condamnée à des travaux d'intérêt général pour agression. La même année, elle purgera une peine de 14 semaines de prison pour vol. C'est à sa sortie de la prison de Peterborough qu'elle fait la connaissance de Kevin Lee. Celui-ci est propriétaire de plusieurs maisons dans le secteur, et Dennehy et son ami Gary Stretch commencent à lui rendre service. Il l'aide à faire pression sur les locataires afin qu'ils payent leur loyer ou s'en aillent. Mais la relation entre Kevin Lee et Joanne Dennehy évolue rapidement en quelque chose de plus intime. C'était une vraie manipulatrice qui s'en est pris à des tas de gens. Je pense que Kevin s'est fait avoir lui aussi. Elle l'a ensorcelé et ça lui a coûté la vie. L'après-midi du 29 mars, Kevin s'est rendu chez Joanne pour lui offrir des cadeaux. Il ne fait aucun doute que cette rencontre n'était qu'un prétexte à une relation sexuelle entre deux. Et la robe a sans doute servi d'accessoire sexuel dans cette rencontre. Kevin a été poignardé plusieurs fois à la poitrine. Et je ne doute pas que cela a eu lieu pendant leur jeu sexuel, ou du moins dans l'intimité de l'une des pièces de la maison. Les enquêteurs connaissent maintenant la nature de la relation entre Kevin Lee et Joanne Dennehy. Elle est leur suspecte principale dans cette affaire. La retrouver, elle et son complice Gary Stretch, devient une priorité absolue.
Nous avons très rapidement lancé une chasse à l'homme au cours du week-end. Et nous avons demandé l'aide des médias, dans l'espoir de retrouver un homme de 2,20 m, accompagné d'une femme très reconnaissable, en raison d'un tatouage en forme d'étoile sur la joue. L'aide de la population était cruciale pour moi si je voulais les retrouver, car ils présentaient un risque majeur. La police a lancé un appel à témoins afin de retrouver 2 personnes suspectées du meurtre d'un homme à Peterborough. Le corps de Kevin Lee, 44 ans, a été retrouvé au bord d'une nationale dans la campagne de Peterborough samedi. Il a été poignardé à mort et sa voiture a été retrouvée brûlée à Yaxley ce vendredi. La grande avancée dans l'enquête a eu lieu quand un agent de police de Norfolk nous a contactés pour nous signaler qu'il avait été appelé pour un vol à une station-service. Une femme s'était approchée du comptoir, avait volé des gâteaux et de la nourriture, puis avait pris la fuite. L'agent m'a donné l'immatriculation du véhicule et cela nous a permis de faire un énorme bond en avant dans l'enquête. Ironie du sort, ce véhicule était un cadeau de Kevin à Joanne. Et elle s'en est servie plus tard pour abandonner le corps de Kevin dans un fossé à Newborough. Toujours est-il que dès que nous avons eu l'immatriculation, nous l'avons entrée dans la base de données nationale du système de reconnaissance automatique de plaques et cela nous a permis de suivre la voiture grâce à nos caméras. Il descendait l'autoroute en direction du sud-est. Au cours de leur voyage, Deney et son complice, Stretch, sont fréquemment surpris par les caméras de vidéosurveillance. Ces images, issues d'une station-service sur l'autoroute, datent d'à peine 3 jours après la découverte du corps de Kevin Lee dans le fossé de Newborough. Et ces images de Deney et Stretch ne sont pas les seules découvertes faites par la police au cours de l'enquête. Pendant leur cavale, Joanne et Gary se sont adonnés au crime, ce que j'appelle le crime de subsistance. Ils volaient de la nourriture par nécessité. Et au cours d'un cambriolage, ils ont volé un appareil photo qu'ils ont utilisé tout le long de leur petite virée. Ils prenaient des photos assez étranges, comme s'ils faisaient du tourisme. On aurait dit qu'ils s'offraient un dernier petit voyage pour s'amuser le plus possible, avant qu'on ne les arrête. En fuite et sans le sou, le duo doit désormais revendre une partie de son butin. Il se rend donc dans la ville de Kington, dans le Herefordshire, où un ami de Gary Stretch les met en relation avec un ancien voleur, Mark Lloyd. Avant toute cette histoire, j'avais jamais entendu parler de Joanne Deney. Gary Stretch et moi, on se connaissait pour avoir partagé une cellule. C'est tout ce qu'il y avait entre lui et moi. Pourtant, les connaissances peu recommandables de Mark Lloyd sont sur le point de le placer dans une position très inconfortable. Quand je suis entré dans le salon, la table était pleine de tablettes, de télé, etc. Elle a sorti un couteau et m'a dit « J'ai tué 3 personnes et je vais pas m'arrêter là ». Mark Lloyd s'est retrouvé dans une maison avec Gary et Joanne. Et il a très vite compris qu'il ferait peut-être mieux de se plier à tout ce que ces deux-là pourraient lui demander. J'avoue que j'ai eu les jetons. Je me suis dit que si j'entrais pas dans leur jeu, elle allait me tuer. D'entrée de jeu, c'était clair et net que Joanne exerçait un contrôle absolu sur Gary Stretch. C'était tellement bizarre de l'avoir contrôlé un type qui pouvait littéralement la soulever et la casser en deux. Il n'était pas amoureux, simplement ensorcelé. Qu'on dise ce qu'on voudra, elle l'avait ensorcelé. C'est elle qui menait la danse. Cette volonté de Joanne de contrôler les autres a probablement vu le jour à l'adolescence, au moment où elle a quitté le nid familial. Nous avons parlé à plusieurs personnes qui semblent avoir été envoûtées par les charmes de Joanne à différentes périodes de sa vie, sans doute des hommes avec qui elle avait eu des rapports sexuels. Elle savait parfaitement tirer parti d'une situation, elle était très douée pour manipuler les gens, en particulier les hommes. C'est maintenant à Mark Lloyd de tomber sous le contrôle total de Deney. Avec Stretch, ils doivent se rendre à Hereford pour revendre les objets qu'ils ont volés. Elle va lui demander de les y accompagner de gré ou de force. Le trajet de Kington à Hereford était juste horrible. Elle buvait du whisky et devenait de plus en plus agressive, plus nerveuse. Elle n'arrêtait pas de me montrer son couteau et disait à Gary de rouler doucement.
Et tout à coup, elle lui disait de s'arrêter pour prendre une photo. Elle m'a dit de poser pour ses photos, m'a fait avaler une demi-bouteille de whisky, que par miracle, je n'ai pas vomi. Et on est doucement allé jusqu'à Hereford. Le trajet entre Kington et Hereford leur prend environ 45 minutes. Et à leur arrivée, Dennehy emmène Mark Lloyd dans ce magasin pour acheter des cigarettes. Elle se tenait derrière moi. Les gens ont cru qu'elle m'enlaçait, mais ce n'était pas le cas. Elle me menaçait. Pas avec son couteau, mais elle me menaçait en me demandant d'acheter les cigarettes. Et quand la caisse a été ouverte, j'étais sûr qu'elle allait se jeter derrière le comptoir pour prendre l'argent. Mais heureusement, Joanne s'est contentée de plaisanter avec la dame. Mais la bonne humeur de Dennehy tourne très vite au macabre. De retour dans la voiture, elle joue avec le couteau qui a servi à tuer Kevin Lee, en attendant de trouver une innocente victime à agresser. Elle et Gary discutaient. Elle lui disait de lui trouver une victime tout de suite pour qu'elle s'amuse. Mais ni femme, ni enfant. Moi, j'étais à l'arrière à me dire que le prochain qu'elle croiserait, il allait y passer. Et moins de 30 secondes après avoir quitté le magasin, Gary a pointé un homme du doigt en disant « Celui-là, ça te va ?» Le 30 mars 2013, le corps de Kevin Lee, propriétaire foncier de Peterborough, est retrouvé dans un fossé, dans une zone isolée des marais du Cambridgeshire. Les inspecteurs chargés de l'affaire veulent absolument retrouver Joanne Dennehy, 30 ans, pour l'interroger sur cet assassinat. Mais Dennehy et son complice Gary Stretch, un géant de 2,20 m, ont pris la fuite et se dirigent apparemment vers le Herefordshire. La police ignore leur destination exacte, mais elle pense que Dennehy, recherché pour son implication dans un meurtre, cherche à faire profil bas. Ils sont cependant loin d'imaginer ce qu'il en est réellement. Joanne Dennehy et Gary Stretch ont quitté la ville de Kington pour gagner Hereford, à 45 minutes de route, où ils espèrent revendre des objets volés à un contact de Mark Lloyd, un ancien voleur. Mais sous l'emprise de l'alcool et armé du couteau qui lui a servi à tuer Kevin Lee, Dennehy change de plan. Gary et elle discutaient du genre « Tu t'es bien amusé, Gary, maintenant trouve-moi une victime. » Et là, Gary a pointé un homme du doigt en disant « Celui-là, ça te va ?» L'homme que Gary Stretch vient de repérer est un pompier à la retraite, Robin Bereza. Monsieur Bereza marchait sur le trottoir en toute tranquillité. Il s'apprêtait à rentrer chez lui, il promenait son chien. C'était un innocent qui suivait sa petite routine. Et il s'est fait agresser à quelques mètres de son domicile. Elle l'a attaqué par derrière. Plus tard, il a déclaré qu'il croyait recevoir des coups de poing. Et puis, quand il s'est retourné, elle lui a entaillé le bras. Il a cherché à se défendre, mais les coups de couteau l'avaient déjà fortement affaibli. Ce qui rend cette agression plus effarante encore est qu'elle a lieu en pleine rue. L'endroit où M. Bereza a été agressé est un coin très joli, très calme, proche du cimetière municipal. Il était un peu plus de 15 heures et les enfants n'allaient pas tarder à sortir de l'école. Nous avons retrouvé des images de vidéosurveillance de la caméra d'une pharmacie où l'on voit Robin Bereza marcher. Et la voiture verte de Joanne et Gary s'approche de lui. Nous connaissons déjà la suite tragique et les terribles blessures subies par Robin Bereza. C'est en plein jour que Robin Bereza, 63 ans, est poignardé à 2 reprises et laissé pour mort au milieu de la rue. Je croyais qu'il était mort. Elle est gentiment revenue dans la voiture, a fait une bise à Gary et lui a dit qu'elle n'avait pas terminé. Puis, ils ont passé les 4 ou 5 minutes suivantes à la recherche de leur prochaine victime. C'est alors que Gary a désigné un autre homme à Joanne. Il s'agissait de John Rogers. John Rogers était âgé de 56 ans et il vivait à Hereford. Il aimait jouer de la guitare et passer du temps tout seul. Il promenait lui aussi son chien quand Dennehy l'a attaqué par surprise. Joanne est descendue de voiture comme si de rien n'était. Elle s'est approchée de lui et a fait exactement la même chose qu'avec l'autre. Cet homme n'a pas sursauté. Elle a fait semblant de s'intéresser au chien, puis elle s'est rapprochée et tout est devenu flou pour moi. C'était comme regarder un film d'horreur. Je pensais que le premier homme était peut-être mort, mais celui-là, j'étais persuadé de l'avoir vu mourir sous mes yeux.
Il s'est effondré face contre terre et a reçu des coups très violents dans le dos et le torse. Elle l'a retourné avant de le poignarder à la poitrine. John nous a par la suite raconté qu'il avait senti la vie le quitter en voyant son sang qui commençait à couler dans la rue. Joe est revenu avec le chien. Ça m'a fait halluciner. Elle s'est assise à l'avant sans même parler de cet homme, sans même parler du fait qu'elle venait de tuer quelqu'un sous mes yeux. Elle a juste dit à Gary, « C'était cool, très cool. Il m'en faut encore. » J'ai jeté un coup d'œil à la victime et je l'ai vu ramper, à quatre pattes, et tenter de tourner au coin de la rue. John Rogers, 56 ans, reçoit plus de 30 coups de couteau dans le dos, la poitrine et l'abdomen lors d'une agression interminable qui lui vaut une perforation des poumons et le laisse entre la vie et la mort. Malgré ses blessures graves, il trouve la force de ramper près de 100 mètres jusqu'à ce chemin où un voisin lui vient en aide. J'ai 32 ans d'expérience dans la police de West Mercia et avant cette affaire, j'avais déjà dû enquêter sur de nombreux autres cas. Mais ces deux agressions restent les plus brutales que j'ai jamais vues dans toute ma carrière de policier. Et je suis persuadé que c'est grâce aux ambulanciers et aux médecins que ces deux hommes ont réussi à survivre à leurs blessures. Les deux hommes sont transportés d'urgence à l'hôpital par hélicoptère. Deney est pourtant loin d'en avoir terminé. Elle court encore les rues de Hereford à la recherche de nouvelles victimes. Là, on entendait les sirènes de partout. Je vous jure, j'exagère pas, elles étaient partout. Je me disais que ça n'allait plus durer, que j'allais pouvoir me tirer. Mais c'est là que je me suis dit que si Gary ou Joe entendaient, elles pourraient très bien se dire « Ciao, Marc ». À quelques centaines de mètres de l'endroit de l'agression de John Rogers se trouvent quelques commerces. C'est là que la police va mettre un terme au règne de terreur de Joanne Deney. Les policiers se sont approchés de la voiture de Joanne Deney. Elle tenait encore le couteau. Les agents l'ont décrite plus tard comme très calme, très coopérative. Ils l'ont appréhendée et emmenée au commissariat. Si elle et Gary ne s'étaient pas fait arrêter à ce moment, je suis sûr et certain que le carnage aurait continué. Pour moi, il est clair que la liste des victimes n'aurait fait que s'allonger jusqu'à leur arrestation. Deney est placé en garde à vue et ses parents reçoivent de ses nouvelles pour la première fois en près de 10 ans. Ma femme Kate m'a appelé en me disant qu'elle devait me parler de quelque chose de grave, en tête-à-tête. Je l'ai rejointe et elle m'a appris que notre fille avait commis un crime atroce et qu'elle était la seule suspecte de la police. Sur le coup, ça nous a anéantis. On ne savait pas quoi faire. C'est indescriptible. Il n'y a pas de mots pour ça. Excusez-moi. Joanne Deney est détenue au commissariat de Hereford pour son implication dans le meurtre de Kevin Lee dans le Cambridgeshire et pour tentative de meurtre à l'encontre de Robin Bereza et John Rogers. Même les policiers les plus expérimentés sont surpris par son attitude. Ces attaques étaient extrêmement vicieuses. Et à peine quelques minutes plus tard, elle a été arrêtée et emmenée au poste. Quand on l'a mise en cellule, elle plaisantait avec notre équipe. C'était un comportement vraiment très inquiétant. Nom et prénom? Joanne Christina Deney. Ce qu'on ne voit pas sur ces images, c'est que je suis dans le bureau d'à côté, à faire ma déposition. J'en revenais pas de voir ce manque d'émotion chez elle. Elle n'agissait pas comme quelqu'un qui avait commis 2 tentatives de meurtre et un meurtre. Elle avait l'air en vacances. Elle faisait la fière. Elle plaisantait avec les agents de police. Vous avez des sourcils très particuliers. Je sais, vous arrêtez pas de me le dire. Il est évident pour moi qu'elle prenait du plaisir à ce qu'on la regarde comme quelqu'un qui est sur le point de devenir très célèbre. Meurtre et tentative de meurtre. C'est ce dont vous êtes accusé, oui. Il y a pire. Je pourrais être une grosse truie noire. Pardon? Je pourrais être une grosse truie noire. Oui, c'est vrai. Donc, il y a pire. Je suis pas certain que ce serait vraiment pire. Si. Ah oui? Croyez-moi.
Cette façon qu'elle a de jouer un rôle et de plaisanter avec les policiers m'indique qu'elle n'a absolument aucune considération d'un point de vue moral pour ce qu'elle a fait. Elle n'a aucune considération pour le mal qu'elle a causé. Et tout ce qu'elle souhaite, c'est se trouver au cœur de l'attention. Vous avez pas un stylo et du papier? Ma signature est dégueulasse, là. Quand j'ai vu ces images de Joanne, je ne l'ai pas reconnue. Elle était sur le point d'entrer en prison et elle s'amusait et plaisantait avec les policiers. Ce n'était plus la douce et gentille Joanne que nous avions élevée. Plus du tout. Le 2 avril 2013, la police de West Mercia interpelle Joanne Dennehy, une criminelle violente, pour 2 tentatives de meurtre. Elle a sauvagement poignardé 2 hommes par surprise en plein jour dans les rues de Hereford alors qu'ils promenaient leur chien. Avant son arrestation, Dennehy était également recherché par la brigade criminelle pour son éventuelle implication dans la mort de Kevin Lee, propriétaire foncier de Peterborough, dont le corps a été retrouvé dans un fossé 3 jours plus tôt. Dennehy, qui n'affiche aucun remords, et son complice Gary Stretch sont désormais sous les verrous. Mais l'inspecteur chargé de l'affaire est encore loin de se douter de l'ampleur des crimes de la jeune femme. Le lendemain de l'arrestation de Joanne Dennehy, j'étais en réunion à la brigade criminelle avec mon équipe quand le téléphone a sonné. C'était le central. Et l'opérateur m'a appris qu'un corps avait été retrouvé à Thorneydyke, au nord-est de Peterborough. Je me doutais que ce serait le corps de John Chapman. Cet homme avait disparu de la maison où résidait Joanne. Personne ne savait où il pouvait se trouver, et son sort soulevait beaucoup d'inquiétudes. Presque immédiatement, j'ai reçu un autre appel du central, qui me demandait si j'étais au courant pour le corps retrouvé dans un fossé à Thorneydyke. J'ai répondu qu'on venait de m'en informer. Il m'a alors dit qu'il y avait 2 corps dans ce fossé. Je me souviens d'avoir eu l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Là, je crois que dans la salle, tout le monde est resté sous le choc pendant quelques secondes. Si l'un des corps était John Chapman, alors qui était la deuxième personne? Et y en avait-il d'autres? Le premier corps identifié par la police à Thorneydyke est effectivement celui de John Chapman, l'homme que la police recherche depuis 5 jours après sa disparition de son domicile à Horton Golday, où résidait également Joanne Dennehy. John Chapman était un homme simple, qui menait une vie simple. Tout le monde l'appréciait. Il buvait beaucoup, souvent dans la rue, mais il ne dérangeait personne. L'enquête a très vite révélé que John Chapman connaissait bien Joanne. Et je pense qu'il y a dû avoir une sorte de confrontation entre eux, qui a poussé Joanne à le tuer dans cette même maison que possédait Kevin Lee. Il a été assassiné dans sa chambre, certainement à un moment où son problème de boisson l'a rendu plus vulnérable. Il avait subi plusieurs coups de couteau à la poitrine. Par la suite, quelqu'un a sorti son matelas pour le jeter dans l'arrière-cour. Ils n'ont même pas essayé de dissimuler les taches de sang. Le deuxième corps retrouvé dans le fossé ce jour-là est celui de Łukasz Slabozewski, 31 ans. Łukasz Slabozewski était un Polonais qui vivait à Peterborough. Il avait de la famille au Royaume-Uni, mais vivait une vie plus ou moins chaotique. On a retrouvé des preuves qui nous ont appris qu'il consommait régulièrement de la drogue. Il traînait souvent en ville, dans les centres pour sans-abri, ou dans les soupes populaires. Je pense que c'est là que Dennehy a dû le rencontrer pour la première fois. Cette vidéo datant du 19 mars 2013 montre les dernières images connues de Łukasz avant sa disparition. Peu après avoir retiré de l'argent au distributeur, il rend visite à Joanne Dennehy dans une des maisons de Kevin Lee, à Rolleston Gars, à Peterborough. Manifestement, lui et Joanne avaient un rendez-vous. Certainement basé sur la perspective d'une relation sexuelle. On sait que Łukasz a été poignardé à la poitrine dans cette maison.
Au moins, l'un de ses coups a perforé son cœur. Et il est décédé dans cette maison où il avait rendez-vous avec Joanne. Les enquêteurs pensent que Lucas est en vérité la première victime de DNI et qu'il est mort 10 jours avant John Chapman et Kevin Lee. La police scientifique découvre qu'il a d'abord été agressé dans la salle de bain de la maison. De nombreuses traces de sang retrouvées dans le salon suggèrent que l'agression a duré longtemps et de façon continue. Ces soupçons sont appuyés par les blessures découvertes sur le corps de Lucas après que la police l'a retrouvé dans le fossé. La profondeur des blessures n'avait strictement rien de superficiel. En vérité, leur profondeur indiquait bien le degré de violence avec laquelle Lucas avait été poignardé. La police sait désormais que Joanne Dennehy a tué 3 personnes à Peterborough et en a agressé 2 autres avant de les laisser pour morts dans les rues de Hereford. Au cours de leur enquête, ils découvrent peu à peu la psychologie d'une tueuse qui ne semble éprouver aucun remords pour ce qu'elle a fait. La chose la plus dérangeante dans cette affaire est le fait que Joanne n'a jamais cherché à cacher ce qu'elle avait fait subir à Lucas. Elle l'a dit à plusieurs personnes, et en fait, avant son arrestation, elle a même amené une adolescente près d'une poubelle de son quartier, où elle avait jeté le corps de Lucas quelques jours plus tôt, et elle a montré le corps de Lucas à cette jeune fille. Les preuves contre Joanne Dennehy sont accablantes. Et le 18 novembre 2013, elle se rend à une audience préliminaire au tribunal du Old Bailey de Londres où elle comparaît pour 2 tentatives d'homicide ainsi que 3 homicides. Ceux de Lucas Labozewski, John Chapman et Kevin Lee. Nous nous attendions à un très long procès et nous nous étions préparés à cette éventualité. Mais après 10 minutes à peine, tout le monde est resté abasourdi quand elle s'est levée dans le tribunal pour répondre qu'elle plaidait coupable des accusations qui pesaient contre elle. Personne ne s'y attendait. Quand on m'a dit que Joanne plaidait coupable, j'ai été très surprise, car je pensais qu'elle ne recherchait que la notoriété. Elle voulait se trouver sous les projecteurs et s'attirer une certaine renommée. Alors, ça m'a vraiment étonnée. À mon avis, elle a pris sa décision au moment de se lever. Je crois qu'elle y a pensé à cet instant, en voyant ce tribunal bondé, le plus célèbre du pays, tous ses regards rivés sur elle. Et c'était alors sa dernière chance de garder le contrôle de la situation. Le 28 février 2014, 3 mois après avoir plaidé coupable, Joanne Dennehy comparaît de nouveau au tribunal et est condamnée par le juge Spencer. La tueuse en série de Peterborough, Joanne Dennehy, passera le reste de ses jours en prison après avoir assassiné 3 hommes et tenté d'en tuer 2 autres. Alors que le juge a annoncé le verdict à la cour, Dennehy s'est mise à murmurer et à rire. Elle est la 3e femme à écoper d'une sentence à vie, après Rose West et Myra Hindley. À l'annonce du verdict, le juge dit à Dennehy qu'elle est une tueuse en série cruelle, calculatrice, égoïste et manipulatrice. Quand on lui apprend qu'elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux, elle se contente de rire. Ces murs protègent aujourd'hui la population d'une tueuse en série froide et manipulatrice. Tous s'accordent à dire que l'emprisonnement à vie est la sentence la plus appropriée. Si vous voulez mon avis, Joanne Dennehy est la personne la plus dangereuse que vous trouverez dans nos prisons. Elle ne ressent rien. Elle ne se soucie pas des conséquences de ses actes. Et de plus, elle n'agit pas de façon erratique, tout est calculé. Pour être tout à fait honnête, je ne veux pas qu'elle sorte de prison, parce qu'elle recommencerait sans doute. Elle n'a pas de remords. Elle mérite sa peine. Le monde est plus sûr sans Joanne. Pour son implication dans le règne de terreur de 14 jours de Dennehy, Gary Stretch est condamné pour obstruction à la justice et pour 2 tentatives d'homicide à l'encontre de Robin Bereza et John Rogers.
Il est condamné à la prison à perpétuité, dont 19 ans, incompressible. Si Gary Stretch a été emprisonné à vie, c'est parce qu'il a laissé Joanne Dennehy s'en prendre à John Rogers après qu'il l'a vu poignarder Robin Bereza. Deux autres hommes, Leslie Layton et Robert Moore, sont également condamnés pour avoir aidé Dennehy à dissimuler les corps de ses victimes et pour obstruction à la justice. L'un est condamné à une peine de 14 ans et l'autre à 3 ans. L'ex-détenu Mark Lloyd, présent dans la voiture à Hereford le jour des agressions, est blanchi par la justice. Mais sa rencontre avec Joanne Dennehy l'a marqué à tout jamais. Elle a ruiné ma vie, sérieusement. J'étais à deux doigts de me remettre sur pied. J'allais me trouver un boulot, me trouver un appart. Ma période de probation touchait à sa fin. Je n'avais plus rien à me reprocher pour la première fois depuis 1979. Elle a ruiné ma vie, mais c'est peut-être le prix à payer. J'aurais pu mourir. Les meurtres de sang-froid de Dennehy ont également détruit la vie de sa propre famille. On ne lui a pas parlé depuis, on n'a aucune nouvelle. Je ne pense même pas qu'elle voudrait de toute façon. Je ne veux plus la voir. Pour moi, c'est comme si elle était morte. Elle a détruit tellement de vies. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle, parce que ce n'est plus ma Jo. La femme qui a commis ces meurtres n'est pas ma fille. Ma fille, c'est cette gentille ado de 14 ans qui n'est jamais rentrée à la maison. Mais la plus grande détresse restera celle des familles des victimes sauvagement assassinées par Joanne Dennehy lors de sa frénésie meurtrière de 14 jours au printemps 2013. J'aurais voulu qu'elle ne croise jamais notre chemin. Et j'aurais souhaité que Kevin ne lui ait jamais donné la chance qu'il accordait aux autres. Il n'y avait rien de bon en elle. Malheureusement, Kevin a fait une seule erreur et ça lui a coûté la vie.